Parfois, la vie ne se contente pas de vous mettre à terre. Elle prend tout ce que vous avez construit et vous laisse debout au milieu des ruines. C'est exactement ce qui est arrivé à Stéphane Dubois à l'âge de 50 ans, lorsque son divorce a été finalisé. Il a perdu ses économies, sa maison et, pire que tout, le contact avec ses enfants adultes, qui avaient cessé de répondre à ses appels. Tout ce qui lui restait était un petit lopin de terre oublié que son défunt oncle lui avait donné des années auparavant, enfoui au cœur de la campagne provençale. La plupart des gens y auraient vu la fin, mais Stéphane a rassemblé quelques outils empruntés et a conduit jusqu'à cette parcelle envahie par la végétation. Il a commencé à défricher la broussaille, s'est construit un petit abri et a planté des graines à main nue. Ce qui allait suivre allait tout changer. Un homme brisé pouvait-il vraiment construire quelque chose d'incroyable en seulement 12 mois? Avant de le découvrir, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner. Stéphane Dubois avait passé 25 ans à bâtir ce qu'il croyait être une vie réussie. Il possédait une petite affaire d'importation dans une grande ville, spécialisée dans l'artisanat des régions rurales. L'entreprise avait été suffisamment rentable pour acheter une maison confortable dans un quartier agréable, financer les études de 3 enfants et maintenir l'apparence d'une stabilité de classe moyenne. Il avait été marié à Valérie pendant 22 ans, et pendant la majeure partie de ce temps, il avait cru qu'ils étaient satisfaits, sinon exactement heureux. Mais quelque part en chemin, les fondations s'étaient fissurées. Peut-être que cela s'était produit lentement, imperceptiblement, comme des racines brisant le béton. Ou peut-être que les fissures avaient toujours été là, cachées sous les routines quotidiennes et les conversations polies. Les 2 dernières années du mariage avaient été particulièrement difficiles. Valérie était devenue distante, passant plus de temps avec ses amis du club de lecture, partant en week-end sans y convier Stéphane. Il s'était enfoui plus profondément dans son travail, se disant que subvenir aux besoins de la famille équivalait à être présent pour eux. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi matin. Même s'il savait que cela allait arriver, voir son nom sur ces documents fut comme un coup physique. La procédure qui suivit fut brutale dans son efficacité. Valérie avait déjà consulté un avocat, déjà fait des plans. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre, un comptable à la retraite nommé Bernard, qui avait du temps pour de longues promenades et des cafés l'après-midi, toutes ces choses que Stéphane avait été trop occupé pour offrir. Leurs 3 enfants, Chloé, 26 ans, infirmière, Léo, 23 ans, terminant ses études universitaires, et Manon, 20 ans, cherchant encore sa voie, avaient pris le parti de leur mère. Pas ouvertement, pas avec des déclarations ou des confrontations, mais par le silence. Les appels téléphoniques restaient sans réponse. Les SMS n'étaient pas lus. Le rejet était net et complet, comme si les 26 dernières années avaient été effacées par quelques signatures juridiques. Le règlement lui prit presque tout. La maison revint à Valérie. C'était juste, avait dit le médiateur, puisque les enfants lui rendaient encore visite. L'entreprise de Stéphane connaissait des difficultés, et après les frais de justice et la division des actifs, son compte d'épargne était presque vide. À 50 ans, il se retrouva à charger ses affaires dans sa vieille 4 litres, sans endroit où aller et personne ne l'attendant. C'est alors qu'il se souvint de la terre. 15 ans plus tôt, lors d'une réunion de famille, son oncle Jean l'avait pris à part. Jean avait alors la septantaine, un homme sec à la peau burinée par le soleil et aux mains calleuses. Il avait vécu la majeure partie de sa vie à la campagne, cultivant une petite parcelle et menant une vie simple. Lors de la réunion, entouré de cousins et de petits-cousins, Jean avait glissé un document plié dans les mains de Stéphane. « C'est pour toi », avait dit Jean, sa voix basse mais ferme. 2 hectares dans l'arrière-pays, à environ 4 heures d'ici. Ça ne paie pas de mine maintenant, mais c'est de la bonne terre. Elle est dans notre famille depuis des générations. Stéphane avait été perplexe. « Oncle, je ne peux pas accepter ça. » Et tes enfants? Jean avait secoué la tête. Ils ont leur propre vie en ville. Ils ne veulent rien savoir de l'agriculture ou de la vie à la campagne. Mais toi, je vois quelque chose en toi, mon garçon. Tu travailles dur, mais tu n'es connecté à rien de réel. Parfois, un homme a besoin de terre sous ses pieds pour se souvenir de qui il est. À l'époque, Stéphane avait souri poliment, remercié son oncle et rangé l'acte de propriété dans un tiroir. Il était trop occupé à développer son entreprise, trop concentré sur les bénéfices trimestriels et les relations avec les fournisseurs. La terre n'était qu'une abstraction, un morceau de papier représentant quelque chose qu'il n'avait jamais vu et dont il n'avait pas besoin.
Jean était mort il y a 5 ans, ses funérailles suivies par des dizaines de personnes dont il avait touché la vie. Stéphane était là, bien sûr, mais il était parti tôt pour gérer une urgence professionnelle. Il avait complètement oublié la terre jusqu'à maintenant, en triant ses possessions restantes dans un garde-meuble, quand il avait trouvé l'acte dans une vieille boîte de classement. Le document était jauni et froissé, mais la description de la propriété était claire. 2 hectares sur la commune de Valvert, accessible par un chemin de terre depuis la route principale. Stéphane fixa longtemps ce papier, assis sur une caisse dans le garde-meuble, entouré des pièces démantelées de son ancienne vie. Il n'avait nulle part où aller. Le trajet dura près de 4 heures, serpentant à travers des paysages de plus en plus ruraux. Le béton de la grande ville céda progressivement la place aux champs et aux forêts, l'air devenant plus sec et chaud à mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne provençale. Il s'arrêta une fois pour prendre de l'essence et demander son chemin à un pompiste qui connaissait la région. « Valvert ? Bien sûr, je connais. Continuez encore 1 heure, vous verrez la bifurcation. Il n'y a pas grand-chose là-bas, juste quelques petites fermes et de la garrigue. » Le chemin de terre était pire que ce que Stéphane avait imaginé, défoncé et envahi par la végétation. Sa 4 litres rebondissait et cahotait, les branches raclant les côtés. Quand il trouva enfin les bornes de la propriété, d'antiques poteaux en béton à peine visibles à travers la végétation, son cœur se serra. La terre était complètement en friche. Les ronces et les broussailles avaient tout envahi, créant un mur de verdure impénétrable. Des arbres avaient poussé de manière anarchique, leurs branches enchevêtrées au-dessus de sa tête. Dans la lumière déclinante de l'après-midi, l'endroit semblait hostile, inhospitalier, impossible. Près de ce qui semblait être le centre de la propriété, à peine visible à travers la végétation, se trouvait une vieille cabane. La structure mesurait peut-être 4 mètres sur 4, avec des murs en bois patiné et un toit en tôle rouillée qui avait plus de trous que de parties solides. Une échelle branlante menait à un porche affaissé. Stéphane monta prudemment l'échelle, testant chaque barreau. L'intérieur de la cabane était vide, à l'exception de décennies de poussière, de feuilles mortes et des traces de divers animaux qui s'y étaient abrités. Le plancher grinçait sinistrement sous son poids. À travers les trous du toit, il pouvait voir le ciel qui s'assombrissait. C'était ça. C'était tout ce qui lui restait. Il passa sa première nuit allongé sur le plancher en bois, utilisant sa veste comme oreiller, écoutant les sons accablants de la nuit d'été à la campagne. Le chant des cigales et des grillons formait des rythmes qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Quelque chose de gros se déplaça dans les broussailles en contrebas, faisant bruisser les feuilles et craquer les brindilles. Au loin, un oiseau nocturne, il ne pouvait dire lequel, lançait des appels répétés, un son solitaire qui faisait écho à sa propre isolation. Il ne dormit pas beaucoup. Au lieu de cela, il resta là dans l'obscurité, pensant à la manière dont sa vie s'était complètement effondrée. 25 ans de travail, 22 ans de mariage, 3 enfants qu'il avait aimés de tout son être, tout cela avait disparu. Et pourquoi ? Pour finir seul dans une cabane délabrée au milieu de nulle part, sans plan ni avenir. Quand l'aube se leva enfin, une lumière pâle filtrant à travers les arbres et les trous du toit, Stéphane se leva avec raideur et sortit sur le porche. La garrigue s'étendait dans toutes les directions, écrasante et indifférente. Il resta là longtemps, les mains agrippées à la rampe usée, essayant de décider quoi faire ensuite. Finalement, il descendit et marcha jusqu'au bord de la propriété. À travers une brèche dans la végétation, il aperçut une petite maison à environ 400 mètres, le voisin le plus proche. Il n'avait ni outils, ni provisions, rien d'autre que ce qu'il avait emballé dans sa 4 litres. S'il voulait survivre ici, même temporairement, il avait besoin d'aide. La marche fut plus longue que prévu, luttant contre les broussailles et suivant ce qui avait pu être un sentier. Quand il émergea enfin dans une zone dégagée, un homme âgé était assis sur une chaise en bois devant la petite maison, buvant son café et observant le matin. « Bonjour », lança Stéphane, soudain conscient de son apparence, froissé, épuisé, désespéré. Le vieil homme l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Bonjour. Vous devez être le nouveau propriétaire de l'ancienne propriété de Jean. Vous connaissiez mon oncle ? » Tout le monde connaissait Jean. Un homme bon. « Je suis Henri. » Il désigna une autre chaise. « Asseyez-vous. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un café. » C'est ainsi que commença l'introduction de Stéphane à sa nouvelle vie. Assis avec un étranger qui avait connu son oncle, buvant un café amer alors que le soleil provençal montait,
discutant de la réalité de ce qui l'attendait. Monsieur Henri, comme Stéphane allait l'appeler, écouta son histoire sans jugement, puis offrit quelque chose que Stéphane n'avait pas attendu, une aide pratique. « J'ai quelques outils que vous pouvez emprunter. Une serpe, une hache, une pelle. Pas grand-chose, mais assez pour commencer à défricher. La terre attend depuis longtemps. Elle répondra si vous la traitez bien. » Cet après-midi-là, Stéphane commença le travail qui allait définir l'année suivante de sa vie. Avec la serpe empruntée à Monsieur Henri, il commença à couper la végétation au bord de la propriété, créant une petite clairière près de la cabane. Le travail était éreintant, ses mains s'empoulant dès la première heure, ses muscles hurlant sous des mouvements que son corps n'avait pas fait depuis des décennies. Mais il y avait quelque chose de presque méditatif là-dedans. Chaque coup de serpe, chaque brassée de broussailles coupée et traînée était concrète et réelle. Contrairement au monde abstrait des contrats commerciaux et des feuilles de calcul, ce travail produisait des résultats immédiats et visibles. Le soir, il avait dégagé un espace d'environ 20 mètres carrés, une minuscule entaille dans la tâche écrasante qui l'attendait, mais un début néanmoins. Il s'endormit cette nuit-là avant même que l'obscurité ne soit totale, trop épuisé pour l'anxiété et les regrets qui l'avaient tourmenté la nuit précédente. Sa dernière pensée consciente fut simple, demain, il défricherait un peu plus. 3 semaines après le début de sa nouvelle vie, Stéphane avait établi un rythme qui le faisait avancer. Se réveiller à l'aube, travailler jusqu'à ce que la chaleur devienne insupportable vers midi, se reposer à l'ombre, puis travailler à nouveau jusqu'au coucher du soleil. La clairière s'était considérablement agrandie. Il avait maintenant près de 1000 mètres carrés de terrain découvert près de la cabane. La terre était sombre et riche sous l'enchevêtrement de végétation qu'il avait enlevé. Son corps avait changé au cours de ces 3 semaines. La mollesse autour de sa taille avait commencé à disparaître, remplacée par une silhouette plus mince et plus dure. Ses mains, autrefois lisses à cause du travail de bureau, étaient maintenant calleuses et balafrées. Sa peau avait foncé de plusieurs teintes sous le soleil implacable. Quand il apercevait son reflet dans le rétroviseur de la 4 litres, il se reconnaissait à peine. Mais l'épuisement physique avait un but. Il laissait peu d'énergie pour les pensées qui voulaient le consumeur. Souvenirs de dîner de famille, rire de ses enfants, routine confortable de son ancienne vie. La nuit, il tombait dans un sommeil sans rêve, trop fatigué même pour les cauchemars. Monsieur Henri lui rendait visite régulièrement, toujours en fin d'après-midi, lorsque la chaleur la plus intense était passée. Il arrivait avec de petites offrandes, une gourde d'eau, un plat chaud, une fois un vieux livre sur l'agriculture régionale. Le vieil homme ne restait jamais longtemps, respectant le besoin de solitude de Stéphane, mais sa présence était une bouée de sauvetage vers une connexion humaine. Cet après-midi-là, Monsieur Henri arriva en portant quelque chose de différent, un petit sac en tissu qui bruissait tandis qu'il marchait. « Vous avez fait du bon travail ici », dit le vieil homme en inspectant la zone défrichée. « Mais il y a un problème. » Stéphane essuya la sueur de son front. « Lequel ? » Un homme qui ne fait que défricher est encore en train de détruire. Vous enlevez, vous ne construisez pas. La terre a besoin de quelque chose de votre part en plus du retrait. Il tendit le sac en tissu. Ce sont des graines. Des tomates, des poivrons, quelques haricots. Plantez-les. Stéphane prit le sac à contre-cœur. Monsieur Henri, j'apprécie, mais je ne suis pas agriculteur. Je ne connais rien à la culture des aliments. Vous savez comment creuser un trou et y mettre une graine. Le reste, la terre vous l'apprendra. Les yeux du vieil homme étaient bienveillants mais fermes. Pour l'instant, vous ne faites que survivre. Mais un homme a besoin de plus que la survie. Il a besoin de créer quelque chose, de voir quelque chose grandir grâce à ses soins. Après le départ de Monsieur Henri, Stéphane resta debout, tenant le paquet de graines, sentant son poids dans sa paume. Les mots du vieil homme résonnaient dans son esprit. Un homme qui ne fait que défricher est encore en train de détruire. Cette nuit-là, incapable de dormir malgré sa fatigue, Stéphane s'assit sur le porche de la cabane et regarda la terre défrichée en contrebas. La question que Monsieur Henri avait posée le hantait. « Pourquoi survivez-vous » Il n'avait pas de réponse. Il avait traversé chaque journée sans penser au-delà de la tâche suivante, de la section suivante à défricher, du prochain petit objectif à atteindre. Mais dans quel but ? Défricher 2 hectares de garrigues, et après ? S'asseoir seul au milieu, attendant de mourir. L'obscurité l'entourait,
lourde de la chaleur résiduelle et des sons des créatures nocturnes. Quelque part au loin, il entendit le tonnerre gronder, la promesse d'une pluie qui viendrait avant le matin. Il pensa à ses enfants, se demandant ce qu'ils faisaient en ce moment. Pensait-il parfois à lui? Se souciait-il qu'il ait disparu dans la campagne sans plan ni avenir? La douleur de ce rejet était toujours vive, mais quelque chose avait légèrement changé. La douleur vive et constante s'était émoussée pour devenir quelque chose qu'il pouvait porter sans que cela ne le submerge complètement. Quand l'aube se leva, Stéphane prit une décision. Il prit les graines de Monsieur Henri et commença à préparer le sol dans un coin de la clairière. Il n'avait aucune expérience, aucune formation ou connaissance. Mais il travailla lentement et soigneusement, suivant des instructions à moitié mémorisées du livre sur l'agriculture que Monsieur Henri lui avait prêté. Il creusa des tranchées peu profondes, les espaça selon les schémas du livre et plaça les graines à intervalles réguliers. Ses mouvements étaient incertains, maladroits. Il n'avait aucune idée s'il le faisait correctement, si l'espacement était bon, si les graines étaient trop profondes ou pas assez, mais il les recouvrit de terre, la tassa doucement et arrosa les rangs avec des seaux d'eau puisés dans un ruisseau voisin. Tandis qu'il travaillait, un souvenir inattendu fit surface. Il y a des années, quand Léo avait peut-être 7 ou 8 ans, ils avaient planté des fleurs ensemble pour la fête des mères. Stéphane avait été impatient, se dépêchant de finir pour retourner à ses emails professionnels, mais Léo avait été si prudent, si appliqué avec chaque petite plante. « Il faut être doux, papa » avait-il dit sérieusement. « Elles sont vivantes. » Les mains de Stéphane étaient toujours dans la terre. Quand avait-il cessé d'être doux? Quand tout était-il devenu une question d'efficacité et de productivité plutôt que de soin et d'attention? Quand avait-il oublié que les choses qui en valent la peine exigent de la patience? Les jours qui suivirent furent étranges. Stéphane continua son travail de défrichage, mais se surprit à retourner fréquemment à la zone plantée, vérifiant s'il y avait des signes de croissance. Rien n'apparut pendant près d'une semaine, et le doute s'installa. Les graines étaient probablement mortes. Il les avait mal plantées. C'était stupide, une perte de temps et d'effort. Mais le 8e jour, alors qu'il faisait son inspection matinale, il les vit, de minuscules pousses vertes sortant de la terre sombre. Juste quelques-unes au début, puis d'autres en regardant attentivement le long des rangs. Elles étaient si petites, si fragiles, ces premiers signes de vie répondant à ses efforts. Stéphane s'agenouilla dans la terre, fixant ses fragiles pouces, et sentit quelque chose se briser en lui. Ses yeux brûlèrent de larmes inattendues. Ces plantes existaient grâce à lui, parce qu'il avait préparé le sol, placé les graines et fourni de l'eau. Quelque chose poussait grâce à ses soins. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, il sourit. Pas un sourire social poli ou un sourire cachant la douleur, mais une véritable expression de quelque chose comme de la joie. Cet après-midi-là, il commença à planifier un jardin plus grand. Le livre de Monsieur Henri décrivait le compagnonnage des plantes, la lutte antiparasitaire naturelle, les techniques de conservation de l'eau. Stéphane le lut attentivement, prenant des notes dans un carnet usé qu'il avait trouvé dans sa 4 litres. Il esquissa des plans approximatifs, calcula combien de plantes pouvaient tenir dans l'espace défriché, lista les graines supplémentaires dont il aurait besoin. Il pensait à des semaines à l'avance, des mois à l'avance. Pour la première fois depuis le divorce, il imaginait un avenir qui s'étendait au-delà de la survie du lendemain. Quand Monsieur Henri lui rendit visite 2 jours plus tard, Stéphane lui montra les jeunes pousses avec une excitation à peine contenue. Le vieil homme les examina attentivement, hocha la tête en signe d'approbation, puis regarda Stéphane avec des yeux entendus. « Vous voyez maintenant, » dit Monsieur Henri. « La terre répond à ceux qui s'en occupent. Pas toujours comme on s'y attend, pas toujours selon notre calendrier, mais elle répond. » Cette nuit-là, Stéphane essaya d'appeler Chloé. Son numéro sonna 2 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. Elle l'avait bloqué. La douleur de ce rejet fut vive et immédiate, mais différente maintenant. Il pouvait reconnaître la blessure sans en être détruit. Il s'assit sur le porche, regardant son jardin où de minuscules plantes poussaient vers la lumière, et prit une décision. Il ne pouvait pas forcer ses enfants à lui pardonner ou à le vouloir dans leur vie. Mais il pouvait canaliser cette douleur en quelque chose de productif, de vivant et de grandissant. Il ouvrit son carnet et commença à esquisser un plan de jardin plus ambitieux, travaillant à la lumière d'une lampe alors que les insectes bourdonnaient autour de la flamme. Le dessin couvrait un demi-hectare, avec des légumes disposés en sections soigneusement planifiées,
des allées entre les plates-bandes, une zone de compostage, un espace pour des arbres fruitiers qui mettraient des années à mûrir. Des années. Il planifiait pour des années maintenant, pas seulement des jours. En dessinant, il réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Les graines perçant le sol avaient brisé quelque chose en lui aussi, le désespoir, la conviction que sa vie était finie. Si ces minuscules plantes fragiles pouvaient percer l'obscurité pour atteindre la lumière, peut-être le pouvait-il aussi. Le jardin ne réparerait pas tout. Il ne ramènerait pas ses enfants ni n'annulerait les échecs de son mariage. Mais il lui donnait quelque chose que le travail de défrichage n'avait pas, une raison d'imaginer demain, et le jour d'après, et tous les jours s'étendant vers un avenir qu'il commençait prudemment à vouloir voir. 6 semaines après le début de sa transformation, le monde de Stéphane s'était étendu au-delà des limites de sa petite propriété. Le jardin couvrait maintenant près de 2000 mètres carrés, avec des rangées soignées de légumes à différents stades de croissance. Ses premières plantations, les tomates, les poivrons et les haricots, prospéraient, leurs feuilles d'un vert foncé et sain. Il avait ajouté plus de cultures à mesure qu'il apprenait, des légumes-feuilles, des courges, des herbes que M. Henry recommandait. Le travail physique l'avait complètement remodelé. Son reflet dans le ruisseau où il se baignait montrait un homme différent, mince, musclé, allé, mais le changement allait plus loin que l'apparence. Il se déplaçait avec détermination maintenant, chaque action délibérée et connectée à un plan plus large. Ses trajets hebdomadaires au marché local pour les provisions étaient devenus des routines nécessaires. Le marché était un ensemble tentaculaire d'étals et de vendeurs vendant de tout, des produits frais aux articles ménagers. Stéphane s'était d'abord senti déplacé parmi les locaux qui se connaissaient depuis des générations, mais peu à peu, les visages devinrent familiers. Une vendeuse en particulier avait attiré son attention, une femme âgée nommée Monique, qui vendait des plants et des graines depuis un étal d'angle. Sa table était toujours couverte de petits pots contenant diverses plantes, chacune étiquetée d'une écriture soignée. Stéphane avait acheté chez elle plusieurs fois, attiré par la qualité de ses plantes et le soin évident qu'elle y apportait. Ce jour de marché, Monique l'étudia alors qu'il examinait ses plants. « Vous êtes l'homme qui vit sur l'ancienne propriété de Jean, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, madame. Je suis son neveu, Stéphane. Jean était un homme bon. Il comprenait les plantes, comprenait la terre. Elle se pencha sous sa table et sortit une petite boîte en bois. Ce sont des semences anciennes spéciales, des tomates, des poivrons, des haricots que ma famille cultive depuis 4 générations. Je ne les vends pas à n'importe qui. Stéphane regarda les paquets soigneusement étiquetés à l'intérieur de la boîte. Pourquoi me les donneriez-vous? Parce que je vous observe. Chaque semaine, vous venez, vous posez des questions, vous écoutez. Vous n'êtes pas ici pour jouer à l'agriculteur. Vous êtes sérieux. Jean aurait voulu que ces graines aillent à quelqu'un qui les respectera. Elle ferma la boîte et la poussa vers lui. Plantez-les bien. Alors que Stéphane retournait sur sa terre, la boîte de graines sur le siège à côté de lui semblait plus que de simples paquets de matériel végétal. C'était de la confiance, un héritage, une connexion à quelque chose de plus grand que lui. Cet après-midi-là, il prépara une nouvelle section du jardin spécialement pour les variétés anciennes de Monique. Tandis qu'il travaillait, l'histoire de Monique lui revint à l'esprit. Elle avait mentionné que son mari avait bâti leur ferme à partir de rien il y a 50 ans. Combien de fois avait-il voulu abandonner? Combien de saisons d'échecs avant le succès? Pourtant, Monique était là, cultivant toujours, s'occupant toujours, transmettant toujours son savoir. Monsieur Henry arriva alors que Stéphane terminait les nouvelles plates-bandes. La toux du vieil homme s'était récemment aggravée, un son profond et râpeux qui inquiétait Stéphane. « Vous devriez voir un médecin pour cette toux, » dit Stéphane. Monsieur Henry écarta la préoccupation d'un geste. « Je suis vieux. Les vieux hommes tous. Montrez-moi ce que vous plantez. » Ils parcoururent le jardin ensemble, Monsieur Henry offrant observation et conseil. Il indiqua quelles plantes semblaient stressées, lesquelles étaient prêtes à être récoltées, où Stéphane pourrait ajouter des plantes fixatrices d'azote pour améliorer le sol. « Vous avez appris vite, » dit Monsieur Henry. La terre vous répond. J'ai eu un bon professeur. Le vieil homme sourit. Puis le sourire se transforma en une autre quinte de toux. Quand elle passa, son visage était pâle. Stéphane insista pour le raccompagner chez lui, préoccupé par sa fragilité soudaine.
La maison de Monsieur Henri était petite mais bien entretenue, avec son propre petit jardin. À l'intérieur, des photographies couvraient les murs. Un jeune Monsieur Henri avec une belle femme, des enfants à différents âges, des réunions de famille s'étalant sur des décennies. « Votre famille » demanda Stéphane. « Ma femme est décédée il y a 12 ans. Les enfants sont partis en ville bien avant ça. De meilleures opportunités, disait-il. Ils viennent parfois, peut-être 2 fois par an. » Monsieur Henri s'installa dans son fauteuil avec un soulagement visible. « Je comprends pourquoi ils sont partis. Il n'y a pas grand-chose ici pour les jeunes, mais je suis resté. C'est ma maison. » Stéphane se vit dans cette solitude, dans ses enfants qui avaient poursuivi leur propre vie. Le parallèle était à la fois inconfortable et éclairant. Il commença à apporter régulièrement des légumes à Monsieur Henri, trouvant toujours une excuse, il en avait trop récolté, il voulait l'avis de Monsieur Henri sur la saveur, il devait tester une nouvelle variété. Ils prirent l'habitude de partager les repas du soir. 2 hommes dont les familles s'étaient éloignées, trouvant de la compagnie l'un chez l'autre. Le jardin continuait de s'agrandir. Stéphane avait commencé à composter, créant un sol riche à partir des restes de cuisine et des déchets de jardin. Le cycle le fascinait, comment la mort et la décomposition devenaient le fondement d'une nouvelle croissance. Il y avait quelque chose de profond dans ce processus, quelque chose qui semblait pertinent pour sa propre vie. Son prochain défi apparut avec la croissance du jardin, l'eau. Le ruisseau voisin était suffisant pour les besoins actuels, mais transporter des seaux plusieurs fois par jour était épuisant et inefficace. Il avait besoin d'un meilleur système. Il passa plusieurs jours à rechercher la récupération de l'eau de pluie, à esquisser des conceptions, à calculer des volumes. La saison des pluies arriverait bientôt. S'il pouvait capter et stocker cette eau, le jardin aurait une irrigation fiable toute l'année. Utilisant des matériaux de récupération d'un site de démolition du village Vieille Gouttière, barils en plastique, tuyaux en PVC, Stéphane commença à construire un système de collecte. Le travail était difficile, nécessitant des compétences qu'il n'avait pas mais qu'il apprit par essai et erreur. Lucas, un jeune homme du village, s'arrêta un après-midi et le regarda se débattre avec l'installation. « Vous faites ça de travers » dit Lucas sans détour. « L'angle n'est pas bon. L'eau ne s'écoulera pas correctement. » Stéphane se redressa, frustré. « Vous savez comment faire mieux ? Mon père était plombier avant de mourir. J'ai appris quelques trucs. » Lucas étudia l'installation. « Vous voulez de l'aide ?» Ensemble, ils reconstruisirent le système correctement. Le savoir-faire de Lucas combiné à la détermination de Stéphane, et le soir, ils avaient une collecte d'eau fonctionnelle alimentant 3 grands barils. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda Lucas pendant qu'il travaillait. « C'est beaucoup d'efforts pour un jardin. » Stéphane réfléchit à la question. « Parce que j'en ai besoin. Parce que c'est la seule chose qui a du sens maintenant. » Lucas hocha lentement la tête. « Mon père disait, le travail rend le monde solide sous tes pieds. Après sa mort, j'ai compris ce qu'il voulait dire. » La première récolte eut lieu 6 semaines après ses premières plantations. Stéphane cueillit des tomates mûres, des poivrons et des haricots, remplissant un panier de produits qu'il avait cultivés lui-même à partir de graines. L'abondance le submergea, bien plus qu'une seule personne ne pouvait en manger. Il distribua des légumes à Monsieur Henri, à Monique au marché, à la famille de Lucas. La joie sur leur visage, la gratitude sincère, remuèrent quelque chose en Stéphane. Son ancienne entreprise avait généré des profits, mais ceci créait quelque chose dont les gens avaient réellement besoin, quelque chose qui les nourrissait directement. Ce soir-là, en cuisinant un repas entièrement issu de son jardin, Stéphane réalisa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vérifié son téléphone, espérant des messages de ses enfants. La douleur constante de leur absence n'avait pas disparu, mais elle ne dominait plus chaque instant. Il construisait quelque chose ici, devenait quelqu'un de différent de l'homme qui avait échoué dans son mariage et sa paternité. Il devenait quelqu'un qui cultivait des choses, qui contribuait, qui appartenait à une communauté, non pas par des transactions, mais par un effort partagé et une entraide. En mangeant, observant l'obscurité s'installer sur son jardin, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, le contentement. Pas le bonheur exactement, pas encore, mais le sentiment profond et calme qu'il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. 3 mois après le début de sa nouvelle vie,
Stéphane découvrit quelque chose qui allait approfondir son lien à la fois avec la terre et son passé. En organisant la vieille boîte à outils de l'oncle Jean, la boîte en bois patiné qui était devenue sa possession la plus précieuse, il trouva une photographie glissée sous le plateau à outils amovibles. L'image était délavée, les couleurs estompées par le temps et la chaleur estivale, mais la scène était claire. Un Jean plus jeune, peut-être dans la quarantaine, se tenait devant une petite parcelle cultivée. Ses manches étaient retroussées, de la terre sur les mains, et son expression portait la même satisfaction tranquille que Stéphane reconnaissait maintenant en lui-même après une journée de travail. Stéphane s'assit sur le porche de la cabane, étudiant la photographie, alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les arbres. La ressemblance entre eux était frappante, le même nez fort, la même mâchoire, les mêmes mains calleuses façonnées par le travail physique. Mais plus que la similitude physique, il y avait quelque chose dans les yeux de Jean que Stéphane comprenait maintenant d'une manière qu'il n'aurait jamais pu comprendre auparavant. La paix qui vient du travail avec la terre, de la création plutôt que de la consommation. Il se souvint d'une réunion de famille des années auparavant, bien avant le don de la terre. Jean avait parlé de sa vie simple, de la satisfaction de cultiver sa nourriture et de vivre près de la nature. Stéphane, ambitieux et occupé à bâtir son entreprise, avait souri poliment, mais l'avait intérieurement rejeté comme les notions romantiques d'un vieil homme qui n'avait jamais compris la vie moderne. Maintenant, tenant cette photographie, Stéphane eut honte de l'arrogance de son jeune moi. J'en avais pas été naïf ou arriéré. Il avait compris quelque chose de fondamental que Stéphane commençait seulement à saisir. Le jardin avait grandi au-delà de ce que Stéphane avait initialement imaginé possible. Sa parcelle d'un demi-hectare comprenait désormais des dizaines de variétés de légumes, des herbes, à la fois culinaires et médicinales, et de jeunes plants d'arbres fruitiers qui ne porteraient pas de fruits avant des années, mais qui représentaient la foi en un avenir qu'il serait là pour voir. Il avait commencé à composter sérieusement, créant un sol riche et sombre à partir des restes de cuisine, des déchets de jardin et du fumier des chèvres d'un voisin. La transformation le fascinait, comment les déchets devenaient des ressources, comment la mort nourrissait la vie. Chaque fois qu'il retournait le tas de compost, l'aérant et voyant la vapeur s'élever de son cœur en décomposition, il pensait à sa propre transformation. Comme le compost, il s'était complètement décomposé. Et comme le compost, peut-être que cette décomposition était nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. Sa compréhension de l'écologie du jardin s'approfondissait quotidiennement. Il remarquait quelles plantes attiraient les insectes bénéfiques, lesquelles repoussaient les nuisibles, comment certaines combinaisons prospéraient tandis que d'autres luttaient. Le jardin lui apprenait à observer, à être attentif, à répondre à ce qu'il voyait plutôt qu'à imposer des plans préconçus. Un matin, le père Michel apparut au bord du jardin. Le curé du village était un homme compact d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et des mains qui montraient qu'il n'avait pas peur du travail. « J'ai entendu des histoires sur l'homme de la ville qui fait pousser des légumes, dit le père Michel. Je me suis dit que je devais voir par moi-même. » Stéphane lui fit visiter, expliquant la disposition et ses plans d'expansion. Le prêtre écouta attentivement, posant parfois des questions qui révélaient sa propre connaissance de l'agriculture. « Mon père était agriculteur, » expliqua le père Michel. J'ai grandi en faisant ce travail avant de me sentir appelé à la prêtrise. Mais j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de sacré là-dedans, coopérer avec la création, aider les choses à pousser. Ils s'assirent sur le banc que Stéphane avait construit sous un grand arbre ombragé, et leur conversation passa du jardinage à des sujets plus profonds. « Vous êtes venu ici briser, » dit doucement le père Michel. « C'est ce que les gens disent. » Un homme qui a tout perdu, acquiesça Stéphane. « C'est exact. Mais regardez ce que vous construisez. Dieu nous dépouille souvent pour nous montrer de quoi nous sommes faits. Pas comme une punition, mais comme une révélation. » Stéphane n'était pas religieux. Il n'était pas allé à l'église depuis que ses enfants étaient petits. Mais quelque chose dans les mots du prêtre résonna en lui. Je ne sais pas si Dieu y est pour quelque chose. Je n'avais simplement nulle part où aller. C'est peut-être exactement le point. Parfois, nous devons perdre toutes nos autres options avant de trouver celle qui nous était destinée depuis le début. Après le départ du père Michel, ces mots restèrent avec Stéphane. Cela lui était-il destiné depuis le début? Pas le divorce, pas la perte, mais cette terre, ce travail, cette transformation. Peut-être que Jean avait vu quelque chose en lui qu'il avait été trop aveugle ou trop occupé pour voir en lui-même. La santé de Monsieur Henri continuait de décliner. La toux persistait, et il avait visiblement maigri.
Stéphane lui apportait des légumes et des soupes, mais savait que ses remèdes amateurs étaient inadéquats. Monsieur Henri refusait de voir un médecin, balayant les inquiétudes de Stéphane. « J'ai 83 ans, disait le vieil homme. Les médecins ne peuvent pas réparer ça. » Stéphane essaya d'utiliser certaines des herbes médicinales que Monique lui avait enseignées, des tisanes pour la toux, des cataplasmes pour la congestion pulmonaire. Il n'avait pas vraiment foi en leur efficacité, mais Monsieur Henri semblait réconforté par les soins plus que par les remèdes eux-mêmes. « Vous avez des mains de guérisseur maintenant, dit un soir Monsieur Henri alors que Stéphane lui préparait une tisane. Pas des mains d'homme d'affaires. Sentez-vous la différence? Stéphane regarda ses paumes balafrées et calleuses. Oui. Ses mains font réellement quelque chose de réel. Elles ont toujours fait quelque chose de réel. Mais maintenant, vous pouvez le voir, le toucher, le goûter. Le marché devint un moment fort de la semaine. Stéphane arrivait tôt, sa 4 litres chargés de produits, et s'installait près de l'étal de plan de Monique. Il ne vendait pas ses légumes, n'ayant pas encore besoin d'argent, mais les donnait aux familles qui en avaient besoin. Un matin, une jeune mère nommée Camille s'approcha avec hésitation. Elle avait 2 jeunes enfants accrochés à ses jupes, leurs vêtements usés mais propres. « Tout le monde dit que vous savez comment cultiver la nourriture, dit-elle doucement. Pourriez-vous m'apprendre? Mes enfants. Nous n'avons pas grand-chose, et les légumes au marché sont chers. » Stéphane regarda les visages minces des enfants et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Venez chez moi demain. Je vous donnerai des plans et vous montrerai comment commencer. » Camille arriva le lendemain avec ses enfants, qui regardèrent le jardin abondant avec de grands yeux. Stéphane lui donna des plans, du compost et des instructions précises. En lui enseignant l'espacement, l'arrosage et les soins de base, il découvrit quelque chose de surprenant. Il était bon à ça. Les compétences en communication de ses années d'affaires, la patience apprise du jardin, se combinaient en une capacité à enseigner clairement et de manière encourageante. 2 semaines plus tard, Camille revint avec des questions. Son petit jardin commençait à pousser, mais elle avait besoin de conseils pour une plante en difficulté. Stéphane l'aida à résoudre le problème, et pendant qu'il parlait, elle mentionna que d'autres mères du village avaient demandé à apprendre aussi. « Pourriez-vous leur enseigner » demanda-t-elle avec espoir. L'idée était intimidante. Enseigner à une personne était différent d'enseigner à un groupe. Mais en regardant le visage avide de Camille, en pensant aux enfants sous-alimentés qu'il avait vus au marché, Stéphane s'entendit accepter. Ces soirées, autrefois passées seul avec ses pensées, se remplirent désormais de planification. Il esquissa des schémas simples, rédigea des instructions de base, organisa ses connaissances en segments pédagogiques. Le travail l'absorba complètement, ne laissant aucune place au chagrin et au regret qui consumaient ses nuits. Il avait encore des moments de faiblesse. Un soir, il conduisit jusqu'à la grande ville, se garant près du café où Chloé retrouvait parfois des amis. Il resta assis dans sa 4 litres pendant 1 heure, espérant l'apercevoir, ayant besoin d'une connexion avec son ancienne vie. Quand elle apparut enfin, riant avec des compagnons, l'air heureuse et entière, la douleur fut vive et immédiate. Elle n'avait pas besoin de lui. Aucun d'entre eux. Il retourna sur sa terre les larmes aux yeux, mais ne s'arrêta dans aucun bar, ne chercha ni l'oubli ni la distraction. Au lieu de cela, il alla directement au jardin, marchant entre les rangs dans l'obscurité, touchant les plantes qu'il avait nourries depuis les graines. C'était sa famille maintenant, ces choses en croissance qui dépendaient de ses soins et répondaient à son attention. Ce n'était pas suffisant pour combler le vide laissé par l'absence de ses enfants. Mais c'était quelque chose, et peut-être qu'un jour, quelque chose serait suffisant. 5 mois après le début de sa transformation, le jardin de Stéphane était devenu un écosystème vivant. Les rangées nettes de légumes partageaient désormais l'espace avec des plantes indigènes qui attiraient les pollinisateurs. Les oiseaux venaient régulièrement, se régalant d'insectes et disséminant des graines. Les papillons dansaient entre les fleurs. La terre s'était transformée d'une garrigue hostile en une collaboration florissante entre l'intention humaine et l'abondance naturelle. Le rituel matinal de Stéphane était devenu sacré. Il se réveillait avant l'aube, préparait du café sur son petit réchaud à gaz, et se promenait dans le jardin alors que le monde passait de l'obscurité à la lumière. Un carnet à la main, il notait ce qui avait changé pendant la nuit, quelles plantes avaient fleuri, où les insectes étaient apparus, ce qui nécessitait son attention.
Cette observation tranquille remplaçait la consultation frénétique des emails et la jonglerie avec les horaires de son ancienne vie. Le village avait commencé à parler du « jardin miracle » de Stéphane. La description l'embarrassait. Il n'y avait pas de miracle, juste un travail et une attention constants. Mais il ne pouvait nier que les gens étaient curieux. Des agriculteurs âgés apparaissaient au bord du jardin, étudiant ses méthodes. De jeunes familles posaient des questions sur le compagnonnage des plantes et la lutte antiparasitaire naturelle. Monsieur Henry l'avait encouragé à formaliser l'enseignement. Ne cachez pas ce que vous savez. Partagez-le. C'est ainsi que le savoir reste vivant. Alors, Stéphane construisit un banc sous le grand arbre ombragé au cœur du jardin. C'était une construction simple, du bois brut qui se patinerait naturellement, mais cela créait un espace de rassemblement, un lieu où les gens pouvaient s'asseoir et apprendre. La première session d'enseignement informel eut lieu presque accidentellement. Camille arriva avec des questions, et 2 autres femmes du village l'accompagnaient. Stéphane leur montra le compagnonnage, comment les œillets d'Inde protégeaient les tomates des parasites, comment les haricots fixaient l'azote dans le sol que le maïs épuisait, comment la méthode des 3 sœurs, maïs, haricots, courges, créait un soutien mutuel. Les femmes absorbaient tout avec avidité, mais elles partageaient aussi les connaissances que leur grand-mère leur avait transmises, des calendriers de plantation traditionnels basés sur les phases de la lune, de vieux remèdes pour les maladies des plantes, des chansons qui étaient censées encourager la croissance. Stéphane écoutait aussi attentivement qu'il enseignait, réalisant que l'apprentissage se faisait dans les 2 sens. « Vous ne nous enseignez pas seulement, » dit une femme. « Vous nous rappelez des choses que nous avions oubliées. » Le mot se répandit, et le samedi suivant, 8 personnes étaient arrivées pour ce qui devenait une session matinale régulière. Stéphane se surprit à organiser l'information, créant des présentations orales qui passaient logiquement des bases aux techniques plus complexes. Ses compétences commerciales présentées, organisées, communiquées se révélèrent étonnamment utiles. Puis la lettre arriva, une enveloppe transférée de son ancienne adresse, officielle et impersonnelle. À l'intérieur se trouvait le jugement de divorce définitif, l'aboutissement juridique de la dissolution de son mariage. Le document détaillait tout, division d'actifs, transfert de propriété, obligations financières remplies. 22 ans réduits à un langage juridique et à des montants en euros. Une ligne attira son attention, la description de sa propriété actuelle comme « parcelle rurale non aménagée ». Valeur minimale. Valeur minimale. Cette terre qui lui avait sauvé la vie, cet endroit où il s'était reconstruit à partir de rien, était officiellement sans grande valeur aux yeux de la loi. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas fait si mal. Il s'assit dans la cabane ce soir-là, le document à la main, et sentit la vieille panique revenir. Se cachait-il simplement ici? Ce jardin n'était-il qu'une forme élaborée d'évitement, un moyen d'échapper à la réalité qu'il avait échoué dans ce qui comptait vraiment, le mariage, la famille, la paternité? Il dormit mal, ses rêves remplis de salles d'audience et des visages déçus de ses enfants. Le matin n'apporta aucune clarté, juste de l'épuisement et du doute. Monsieur Henry arriva en milieu de matinée, jeta un coup d'œil au visage de Stéphane et dit « Montrez-moi ce qui ne va pas ». Ils s'assirent sur le banc et Stéphane lui montra le jugement. Monsieur Henry le lut lentement, puis le mit de côté. « Ce papier dit que la terre a une valeur minimale, » dit le vieil homme. « Mais combien de personnes viennent ici chaque semaine pour apprendre? Combien de familles mangent mieux grâce à ce que vous leur avez appris? Combien d'enfants ont le ventre plus plein parce que leurs mères savent maintenant comment cultiver la nourriture? » Il tapota le document du doigt. La loi mesure la valeur en argent. Mais un homme qui nourrit les autres ne se cache pas. Il construit quelque chose qui compte plus que n'importe quel compte en banque. Les mots apaisèrent les pensées tumultueuses de Stéphane. Il regarda son jardin, l'abondance qui y poussait, l'espace de rassemblement qu'il avait créé, les preuves du travail de ses propres mains, et sentit la panique s'estomper. Cet après-midi-là, il présenta des techniques plus avancées à son groupe du samedi, le paillage pour retenir l'eau et construire le sol, le concept des zones de permaculture, l'organisation du jardin par fréquence de soins nécessaires, la création de baissières et de buttes pour capter et diriger l'eau. En enseignant, Stéphane réalisa qu'il prenait un réel plaisir. L'ancienne satisfaction de conclure une affaire pâlissait en comparaison de la lumière dans les yeux de quelqu'un qui comprenait un nouveau concept, qui voyait comment de simples changements pouvaient transformer sa propre petite parcelle. Monique arriva pendant une session, apportant une petite boîte en bois. « C'est pour vous, dit-elle. Des graines que ma grand-mère a conservées,
trop précieuses pour être vendues, mais vous les utiliserez bien. À l'intérieur se trouvaient des variétés que Stéphane n'avait jamais vues, des piments rares, d'anciennes variétés de haricots, des tomates au nom en langue régionale. Chaque paquet était étiqueté à l'encre pâlie avec des notes sur les conditions de croissance optimale et les utilisations traditionnelles. Celles-ci doivent être partagées, dit fermement Monique, pas thésaurisées. Cultivez-les, conservez les graines, donnez-les à d'autres qui les respectent. Le concept fit naître une idée. Ce soir-là, Stéphane construisit une petite boîte étanche et la monta à l'entrée du jardin. Il créa des cartes simples expliquant le concept, une grainothèque communautaire. Prenez les graines dont vous avez besoin, cultivez-les, conservez les graines de votre récolte et retournez-les. La connaissance et l'abondance se multipliant par le partage plutôt que par l'accumulation. La grainothèque se remplit rapidement de contributions. Des agriculteurs apportèrent des variétés que leur famille cultivait depuis des générations. La diversité était étonnante. Des dizaines de variétés de plantes adaptées aux conditions locales, porteuses d'histoire et de tradition dans leur code génétique. Les sessions du samedi passèrent à 12, puis 15 participants réguliers. Les gens amenaient des amis et des parents. Stéphane créa des guides dessinés à la main pour les techniques de base, des illustrations simples que tout le monde pouvait suivre. Son instinct d'organisation prit le dessus, structurant clairement l'information et passant systématiquement des connaissances fondamentales aux méthodes avancées. Un soir, il réalisa avec surprise qu'il n'avait pas pensé à son entreprise depuis des semaines. Les calculs mentaux constants, les marges bénéficiaires, les relations avec les fournisseurs, la gestion des stocks s'étaient simplement dissous. Cette partie de son cerveau s'était tue, remplacée par des calculs différents sur les saisons de croissance, les combinaisons de compagnonnage et la gestion de l'eau. Son ancienne identité s'estompait comme un rêve. Il avait été un homme d'affaires, un mari, un père. Maintenant, il était simplement Stéphane, jardinier, enseignant, membre de la communauté. La nouvelle identité semblait plus solide, plus réelle que tous ses rôles précédents réunis. Il ne fuyait pas ses échecs. Il construisait quelque chose de nouveau sur leur ruine, et c'était peut-être exactement ce qu'il devait faire, non pas pour oublier ou effacer le passé, mais pour l'utiliser comme fondation pour un autre type d'avenir. En se promenant dans le jardin au coucher du soleil, Stéphane ressentit un profond changement dans sa compréhension. Le divorce n'avait pas détruit sa vie. Il avait seulement détruit la vie qu'il menait. Une vie construite sur des fondations fragiles, sur une activité sans signification, sur des rôles qu'il n'avait jamais pleinement habités. Ce jardin, cette communauté, ce travail quotidien avec la terre, les graines et les plantes en croissance. C'était réel. C'était solide. C'était une vie sur laquelle il pouvait construire, une fondation qui ne s'effondrerait pas à l'épreuve. 6 mois après le début de son voyage, la saison des pluies arriva avec une intensité dramatique. Le ciel s'assombrissait en début d'après-midi, et l'eau tombait en rideaux qui rendaient le monde gris et rugissant. Stéphane craignait que les fortes pluies n'endommagent son jardin, n'emportent le sol, ne noient les plantes délicates. Au lieu de cela, le jardin prospéra. Les baissières et les buttes qu'il avait construites dirigeaient l'eau exactement là où c'était nécessaire, empêchant l'érosion tout en assurant une saturation profonde du sol. Le paillis qu'il avait répandu protégeait les racines des plantes et empêchait le sol de s'éroder. Chaque système qu'il avait mis en place prouva sa valeur alors que l'eau se déversait du ciel. Il se tint sous la pluie un après-midi, regardant l'eau s'écouler le long de canaux soigneusement planifiés, et ressentit une profonde satisfaction. Il avait appris à travailler avec la nature plutôt que contre elle, à anticiper et à préparer plutôt qu'à réagir et à réparer. Plus tard ce soir-là, en organisant des papiers dans la cabane, Stéphane trouva quelque chose d'inattendu dans son portefeuille. Un dessin au crayon de cire délavé, plié en tout petit et glissé derrière des cartes de crédit expirées. Il le déplia soigneusement, le papier menaçant de se déchirer le long des plis. 5 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil souriant, une maison avec un toit en triangle, des fleurs éparpillées sur l'herbe verte. Dans le coin, écrit d'une main d'enfant incertaine, Ma famille, par Manon, 6 ans. Cela faisait donc 14 ans que le dessin existait. Stéphane l'avait porté tout ce temps sans se souvenir de sa présence. Il s'assit sur le porche de la cabane, la pluie tambourinant sur le toit en tôle, et se laissa envahir par tout le poids de sa perte. Manon aurait 20 ans maintenant, plus la petite fille qui avait fait ce dessin. Chloé avait 26 ans, Léo 23, des adultes vivant leur propre vie, faisant leurs propres choix, portant leurs propres blessures du divorce.
Les larmes vinrent alors, se mêlant à la pluie qui s'infiltrait par les trous du toit. Il pleura pour le père qu'il n'avait pas réussi à être, pour les années qu'il avait passées à construire une entreprise pendant que ses enfants grandissaient en le connaissant à peine, pour le mariage qu'il avait laissé dépérir par inattention. Mais il pleura aussi avec un autre type de chagrin. Pas l'angoisse brute et désespérée de la perte initiale, mais quelque chose de plus profond et de plus acceptant. Ses enfants avaient leur propre vie maintenant. Il ne pouvait pas forcer la réconciliation ou exiger le pardon. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était laisser la porte ouverte et devenir quelqu'un avec qui il valait la peine de se réconcilier. Monsieur Henry le trouva assis sous la pluie une heure plus tard. Le vieil homme ne dit rien au début, s'assit simplement à côté de lui sur le porche mouillé, laissant ses propres vêtements se tremper. La pluie nourrit tout, dit finalement Monsieur Henry. Même le chagrin a sa saison. On ne peut pas le presser ni l'éviter. Il faut juste le laisser tomber et croire que quelque chose en sortira. Cette nuit-là, Stéphane prit une décision. Il écrirait des lettres à chacun de ses enfants, sans rien demander, sans exiger de réponse, juste pour partager sa vérité. Il leur parlerait du jardin, de ce qu'il avait appris, de qui il devenait. Qu'ils lisent un jour les lettres n'avait pas d'importance. Les écrire était le but. Il passa 3 soirées à composer ses lettres, barrant de faux départs, luttant pour trouver des mots honnêtes qui ne sonnaient pas comme des excuses. À Chloé, il écrivit sur l'apprentissage du soin des plantes et regretta de ne pas avoir apporté la même attention patiente à son rôle de père. À Léo, il partagea la satisfaction de construire quelque chose de ses mains, et le regret de n'avoir jamais pris le temps de lui enseigner de telles compétences. À Manon, il s'excusa simplement pour le divorce, pour la prise de parti, même quand il essayait de ne pas le faire, pour ne pas s'être battu plus fort pour rester dans sa vie. Il scella les lettres, les adressa et les plaça dans un tiroir. Peut-être les enverrait-il un jour. Peut-être pas. Mais les avoir écrites l'avaient aidé à traiter des sentiments qu'il avait refoulés pendant des mois. Le jardin continuait d'évoluer. De jeunes arbres fruitiers qu'il avait plantés montraient leurs premières fleurs. Papaye, mangue, agrumes. Il ne produirait pas de fruits avant des années, mais ces fleurs représentaient la foi en un avenir qu'il serait là pour voir. Il plantait pour demain, pour l'année prochaine, pour dans une décennie. Le concept le toucha profondément. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il pensait au-delà des rendements immédiats et des résultats trimestriels. Il investissait dans quelque chose qui lui survivrait, qui profiterait à des gens qu'il ne rencontrerait peut-être jamais, qui contribuerait à un avenir qu'il ne pouvait qu'imaginer. Le père Michel revint avec une demande inattendue. Le gouvernement local faisait la promotion des potagers dans le cadre d'une initiative de sécurité alimentaire, et les responsables voulaient une réunion communautaire pour susciter l'intérêt. Stéphane accepterait-il de parler de son expérience? La pensée le terrifia. Se tenir devant une foule, être le centre de l'attention, être potentiellement jugé ou interrogé. Cela déclencha toutes ses anciennes angoisses. Il vivait tranquillement, paisiblement, dans une solitude relative depuis des mois. Parler en public ressemblait à une exposition, à de la vulnérabilité. Mais il pensa aux enfants de Camille, aux familles qui luttaient pour s'offrir une nourriture nutritive, au savoir qui pourrait se multiplier s'il était partagé. Il accepta. La réunion fut programmée pour le samedi suivant. Stéphane passa ses soirées à se préparer, organisant ses pensées, créant des supports visuels à partir de vraies plantes qu'il apporterait du jardin. Ses mains tremblaient pendant qu'il travaillait. De vieilles peurs de ne pas être à la hauteur refaisaient surface. La nuit précédant la réunion, il dormit à peine. Et si les gens posaient des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre? Et si ses méthodes ne fonctionnaient pas pour les autres? Et s'il échouait publiquement, ajoutant cela à sa liste d'échecs? Le matin arriva trop vite. Stéphane chargea sa 4 litres d'échantillons de plantes, de compost et de schémas dessinés à la main. Son estomac se noua alors qu'il se rendait au centre communautaire. 30 personnes s'étaient rassemblées dans la salle de réunion, plus qu'il ne s'y attendait. Elles l'observaient avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme pendant qu'il installait son matériel avec des mains tremblantes. Il commença par dire la vérité. Il y a 6 mois, je suis arrivé ici sans rien. J'avais perdu mon mariage, ma maison, mes économies, le contact avec mes enfants. Tout ce que j'avais, c'était une terre que je n'avais jamais vue et aucune idée de ce qu'il fallait en faire. Sa voix se raffermit alors qu'il continuait. Je ne connaissais rien à l'agriculture ou au jardinage.
J'ai fait des erreurs, beaucoup. Mais la terre m'a appris quelque chose d'important. Si vous préparez le sol, plantez avec soin et êtes attentif, la croissance se produit. Parfois lentement, parfois de manière inattendue, mais elle se produit. Il démontra des techniques avec les plantes qu'il avait apportées, expliquant le compagnonnage, le compostage, la gestion de l'eau. Il montra ses échecs aux côtés de ses succès, les plantes qui étaient mortes, les méthodes qui n'avaient pas fonctionné, les leçons apprises par l'erreur. Le jardin m'a plus appris que je ne lui ai enseigné, conclut-il. Il m'a appris la patience, l'observation, et que la croissance prend du temps. Il m'a appris que commencer avec rien ne signifie pas que l'on finit avec rien. Les questions fusèrent rapidement après cela. Les gens voulaient en savoir plus sur des plantes spécifiques, comment commencer avec un espace limité, si certaines méthodes fonctionneraient dans différents types de sols. Stéphane répondit du mieux qu'il put, admettant librement quand il ne savait pas quelque chose. Après la session formelle, plusieurs personnes s'approchèrent avec plus de questions. Un jeune homme nommé Lucas demanda s'il pouvait travailler avec Stéphane pour apprendre correctement. « Je viens d'être licencié de l'usine », expliqua Lucas. « J'ai une famille à soutenir et aucune perspective d'emploi. Mais si je pouvais apprendre à cultiver la nourriture, peut-être enseigner aux autres, ça pourrait être quelque chose. » Stéphane hésita. Il avait apprécié sa solitude, la liberté de travailler à son propre rythme sans responsabilité envers quiconque. Prendre un élève signifiait un engagement, une responsabilité, le risque de décevoir quelqu'un d'autre. Mais il se souvint des gens qui l'avaient aidé. Monsieur Henri, Monique, toute la communauté qui avait accueilli un étranger. On lui avait donné des chances alors qu'il n'avait rien à offrir. « Viens demain matin, dit Stéphane. On verra comment ça se passe. » 7 mois après le début de sa nouvelle vie, Stéphane se réveilla un matin différent. Lucas était devenu un élève dévoué, arrivant à l'aube et travaillant à ses côtés avec une détermination tranquille. Le jeune homme apprenait vite, posait des questions intelligentes et apportait une énergie qui équilibrait l'approche plus méthodique de Stéphane. Leur partenariat s'était transformé en une collaboration confortable. Le jardin avait atteint sa productivité maximale. Les légumes poussaient en abondance, plus que ce que Stéphane et son petit cercle ne pouvaient consommer. Il avait commencé des dons réguliers aux familles dans le besoin, et les sessions d'enseignement du samedi attiraient désormais 20 participants réguliers. La vie avait trouvé un rythme qui semblait durable, voire paisible. Puis l'étranger arriva. Stéphane montrait à Lucas les bonnes techniques de taille lorsqu'il remarqua un homme en pantalon propre et chemise boutonnée qui se frayait un chemin avec précaution le long du sentier du jardin. Tout en lui les chaussures cirées, la mallette en cuir, la façon dont il se tenait à l'écart de la terre signalait qu'il n'était pas d'ici. « Bonjour », lança l'homme. « Je cherche Stéphane Dubois. »« C'est moi. » Stéphane posa son sécateur, essuyant la terre de ses mains. « Excellent. Je suis Nicolas Moreau, de l'Office de développement départemental. Je fais juste des évaluations foncières de routine dans cette région. » Il sortit une tablette et un stylet. « Ça ne vous dérange pas si je jette un œil ?» Quelque chose dans le ton désinvolte de l'homme déclencha des signaux d'alarme, mais Stéphane ne pouvait refuser sans paraître suspect. « Allez-y. » Moreau parcourut le jardin, prenant des photos avec sa tablette, prenant des notes, mesurant parfois des distances avec un outil laser. Il s'arrêtait fréquemment, capturant des images des structures que Stéphane avait construites, le système de collecte d'eau, l'abri à outils, les petites cabanes d'hôtes que Lucas avait aidé à construire. « Une belle amélioration de la propriété, dit Moreau en souriant. Vous avez considérablement augmenté la valeur du terrain. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans la poitrine de Stéphane. Valeur du terrain. Il regarda l'évaluateur photographier les sections les plus développées du jardin, documenter chaque structure et amélioration, et sentit un malaise croissant. « C'est juste de la routine ?» demanda Stéphane. « Complètement routine. Le département réévalue toutes les propriétés tous les quelques ans. Avec le développement régional en cours, nous mettons à jour les évaluations dans toute la région. » Moreau ferma sa tablette. « Vous recevrez la documentation officielle dans environ une semaine. Bonne journée. » Après son départ, Lucas regarda le visage troublé de Stéphane. Ça n'avait pas l'air bon. Non, acquiesça Stéphane. Ça n'avait pas l'air bon. L'enveloppe officielle arriva 6 jours plus tard. Stéphane l'ouvrit avec des mains tremblantes,
sachant déjà ce qu'il allait trouver, mais espérant se tromper. Avis d'évaluation de la taxe foncière. Les mots se brouillèrent alors que ses yeux sautèrent au chiffre crucial. Sa taxe foncière annuelle avait augmenté de 4 cents %. Le nouveau montant dépassait la totalité de ses économies restantes. Il lut la justification, basée sur des améliorations substantielles de la propriété et les tendances de développement régional. Valeur imposable révisée de agricole minimale à agricole résidentiel améliorée. Tout ce qu'il avait construit, chaque structure, chaque plate-bande cultivée, chaque amélioration qui rendait la terre vivable et productive avait été comptée contre lui. En rendant l'endroit précieux pour lui-même et sa communauté, il l'avait rendu cher à conserver. Stéphane s'assit sur son porche, le document à la main, sentant le monde basculer. Il ne pouvait pas se permettre cette taxe. Même s'il trouvait du travail, sans antécédent de revenus formels, aucune banque ne lui accorderait de prêt. Et le montant ne ferait qu'augmenter chaque année, à mesure que le développement se poursuivrait. Il allait tout perdre à nouveau. Ce soir-là, il se rendit chez Monsieur Henry et lui montra l'évaluation. Le vieil homme la lut lentement, son visage devenant sombre. « C'est en train d'arriver partout, » dit Monsieur Henry. « 3 de mes voisins ont vendu l'année dernière. Les promoteurs ont fait de grosses offres et les gens avaient besoin d'argent. Mais ça change tout. » Il toussa, le son rauque et humide. « Il y a un projet de complexe hôtelier sur la côte prévu à environ 10 km d'ici. Les valeurs foncières dans toute la région montent en flèche. Que suis-je censé faire? Je ne peux pas payer ça. Je ne sais pas, mon garçon. Mais je sais que tu ne dois pas être le seul à y faire face. » Stéphane passa les 2 jours suivants à faire des recherches. Monsieur Henry avait raison. Un projet de développement massif transformait la côte. Des complexes de luxe, des terrains de golf, des plages privées. Les valeurs foncières explosaient, et avec elles les impôts. Les petits propriétaires fonciers étaient systématiquement évincés, contraints de vendre à des promoteurs qui consolidaient les propriétés en grand domaine. C'était un schéma qu'il reconnaissait de ses années d'affaires, une pression économique appliquée stratégiquement pour forcer les résultats souhaités. Le gouvernement voulait le développement, voulait les recettes fiscales et les emplois qui accompagnaient la construction de complexes hôteliers. Les petits agriculteurs et la vie simple ne correspondaient pas à cette vision. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Quand Stéphane arriva pour la session d'enseignement du samedi, il trouva 20 visages inquiets qui l'attendaient. « Nous avons entendu parler de l'évaluation fiscale, » dit Camille. « Que allez-vous faire ? » « Je ne sais pas encore. Je regarde les options. » Mais sa voix se brisa. « Je ne pourrai peut-être pas rester. » La réponse de la communauté fut immédiate et écrasante. Les gens offrirent ce qu'ils avaient, de petites sommes d'argent, du travail, de l'aide pour les recours. C'était touchant mais insuffisant. L'écart entre ce qu'il pouvait contribuer et ce dont il avait besoin était trop grand. Le père Michel suggéra une idée. Et si le jardin lui-même était la réponse? Vous avez enseigné gratuitement, mais les gens paient des sommes importantes pour ce genre d'éducation. L'écotourisme se développe. Et si vous formalisiez cela, offriez des cours, des ateliers, peut-être des séjours à la ferme? Utilisez votre expérience des affaires combinée à ce que vous avez construit ici. La suggestion déclencha une discussion. Monique mentionna que les citadins payaient des sommes considérables pour acquérir des compétences en matière de vie durable. Lucas se porta volontaire pour aider à construire des hébergements appropriés pour les étudiants payants. D'autres offrirent leur expertise, marketing, cuisine, artisanat traditionnel qui pourrait améliorer l'expérience éducative. Mais Stéphane se sentait paralysé par des émotions contradictoires. Il était venu ici pour échapper aux affaires, pour trouver la simplicité et la paix. Transformer le jardin en une entreprise commerciale lui semblait trahir tout ce qu'il avait découvert. Le fait de faire payer corromprait-il ce qui rendait cet endroit spécial? La structure et les horaires détruiraient-ils les relations organiques qui s'étaient développées? Pourtant, l'alternative était de tout perdre. Le jardin, les liens communautaires, la vie qu'il avait reconstruite à partir de rien. Tout cela, menacé par une facture d'impôt qu'il ne pouvait pas payer. Cette nuit-là, incapable de dormir, il se promena dans le jardin sous les étoiles. Les plantes bruissaient dans la brise, indifférentes à sa crise. Elles poussaient simplement, s'adaptaient, répondaient aux conditions. Quand le vent soufflait, elles pliaient. Quand la pluie venait, elles buvaient.
quand les saisons changeaient, elle se transformait. Les mots de Monsieur Henry lui revinrent, le jardin enseigne l'adaptation. Les plantes qui résistent au vent se cassent. Celles qui sont flexibles survivent. Stéphane avait résisté au changement une fois auparavant, s'accrochant à un mariage raté et à une entreprise qui l'épuisait. Cette résistance avait conduit à l'effondrement. Maintenant, il faisait face à un autre choix, résister et tout perdre, ou s'adapter et risquer de perdre ce qui le rendait significatif. Il pensa à la photographie de l'oncle Jean, à l'héritage de cette terre, à la communauté qui s'était formée autour d'elle. Il ne s'agissait plus seulement de lui. Le jardin était devenu quelque chose de plus grand, une ressource, un lieu de rassemblement, une source de connaissances qui se multipliait à travers les personnes qui l'avaient enseigné. Peut-être que l'expansion n'était pas une trahison. Peut-être était-ce la prochaine étape nécessaire de la croissance. À l'approche de l'aube, Stéphane prit sa décision. Il se battrait pour garder la terre, mais il le ferait en embrassant le changement plutôt qu'en y résistant. Il construirait quelque chose de durable, quelque chose qui pourrait générer des revenus tout en préservant le caractère essentiel du jardin. Qu'il puisse y parvenir restait incertain, mais ne rien faire garantissait l'échec. Au moins de cette façon, il essaierait. Il espérait juste qu'en sauvant le jardin, il ne détruirait pas ce qui le rendait digne d'être sauvé. La transformation de l'enseignement informel en un centre éducatif formel nécessitait des compétences que Stéphane n'avait pas utilisées depuis des mois. Il sortit un vieux carnet et commença à rédiger ce qui s'apparentait à un plan d'affaires, quelque chose qu'il s'était juré de ne plus jamais faire. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas de marge bénéficiaire et d'expansion du marché. Il s'agissait de survie et de durabilité. Il élabora une stratégie, des ateliers de week-end pour débutants, des cours intensifs de 2 jours couvrant les bases de la permaculture, du compostage et de la production alimentaire, des programmes d'immersion d'1 semaine pour les étudiants sérieux désirant des connaissances approfondies, des opportunités de bénévolat pour les personnes prêtes à travailler en échange d'apprentissage. Chaque niveau générerait des revenus tout en maintenant la mission éducative du jardin. Le rôle de Lucas s'élargit immédiatement. Le jeune homme avait des compétences en construction en regardant son père travailler, et il se lança dans la construction de gîtes pour les visiteurs. Utilisant du bambou de récupération, du bois de récupération et des matériaux donnés par les membres de la communauté, ils commencèrent à construire 2 petites cabanes et une salle de classe en plein air avec un toit pour les sessions de la saison des pluies. La communauté s'investit dans le projet avec une générosité remarquable. Le menuisier du village construisit des meubles simples mais robustes. Des femmes de l'église cousirent des draps et des rideaux. Des jeunes aidèrent à l'aménagement paysager autour des nouvelles structures. Cela ressemblait moins au projet de Stéphane qu'à un effort collectif pour préserver quelque chose que tout le monde appréciait. Monique transforma la grainothèque en une véritable ressource éducative. Elle étiqueta chaque variété avec des informations sur la culture, le contexte historique et les utilisations traditionnelles. Sa vie de connaissance devint une pierre angulaire de ce qu'ils enseigneraient, la sagesse indigène intégrée aux principes modernes de la permaculture. Le père Michel offrit la salle des fêtes de la commune pour des séminaires en soirée sur la philosophie de la vie durable. Monsieur Henry, malgré sa santé déclinante, conseilla sur les méthodes agricoles traditionnelles qui avaient soutenu les communautés pendant des générations. Stéphane créa des supports marketing, photographiant le jardin à la lumière du matin, rédigeant des descriptions qui mettaient l'accent sur l'apprentissage authentique plutôt que sur des hébergements de luxe. La jeune sœur de Lucas, à l'aise avec les médias sociaux d'une manière que Stéphane n'était pas, aida à créer une présence en ligne ciblant les professionnels urbains intéressés par un mode de vie durable. La première réservation arriva 2 semaines plus tard. Un couple de la capitale souhaitant participer à un atelier de week-end. L'anxiété de Stéphane monta en flèche immédiatement. Et s'il n'était pas assez bon? Et si la formalisation de tout détruisait l'enseignement naturel et facile qui s'était développé organiquement? Et s'il vendait quelque chose qu'il ne pouvait pas réellement livrer? Monsieur Henry le trouva arpentant le sentier du jardin la nuit précédant l'atelier. « Vous craignez de vous vendre » dit le vieil homme. Ce n'était pas une question. Je suis venu ici pour échapper aux affaires, pour trouver quelque chose de réel. Maintenant, je le transforme à nouveau en transaction et en horaire. Vous ne vous vendez pas, vous partagez. Il y a une différence. Monsieur Henry s'installa sur le banc, sa respiration laborieuse. Les gens paient pour votre temps et vos connaissances. Oui,
mais ce que vous leur donnez ou leur apprendre à se nourrir, à vivre durablement, à se connecter à la Terre, ce n'est pas une transaction. C'est un cadeau qu'ils aident à rendre possible. La semaine de préparation fut intense, nettoyage, organisation, répétition des présentations, s'assurer que chaque détail reflétait la qualité et l'authenticité qu'ils voulaient représenter. L'excitation de la communauté grandit en même temps que l'anxiété de Stéphane. Cet atelier était la validation que leur mode de vie, leur connaissance, avaient une valeur au-delà de leur petit village. Pendant cette préparation frénétique, Stéphane connut un moment de clarté inattendue. Il construisait une nouvelle structure pour les plantes d'ombre quand il réalisa qu'il était heureux. Pas distrait de la douleur, pas temporairement content, mais véritablement heureux dans le travail lui-même, dans l'effort communautaire, dans le but qui animait tout. Ce soir-là, il écrivit dans son journal, une habitude qui s'était développée avec le jardin. J'ai passé 25 ans à construire une entreprise que je n'aimais pas, à poursuivre un succès que je ne voulais pas, à maintenir une vie qui ne m'a jamais convenu. J'ai tout perdu et j'ai cru avoir tout perdu. Mais je n'avais perdu que ce qui n'était pas réel. Ce que je construis maintenant, c'est important. C'est réel. Il sortit les lettres qu'il avait écrites à ses enfants des mois auparavant et les montra à Monsieur Henry. Je ne les ai jamais envoyées. Je n'arrêtais pas de me dire que j'attendrais d'être plus stable, plus réussi, plus digne de réconciliation. Et maintenant? Maintenant je pense que je ne suis pas encore prêt. Eux non plus. Mais un jour, peut-être quand je serai pleinement devenu celui que je suis censé être, nous pourrons réessayer. Le premier week-end d'atelier arriva avec 4 participants au lieu de 2. Le couple initial, plus 2 amis qui en avaient entendu parler. C'étaient de jeunes professionnels de la ville en quête de compétences pratiques pour une vie durable, portant le stress et la déconnexion que Stéphane se rappelait de sa propre vie urbaine. Il enseigna avec une confiance qu'il ne se connaissait pas. Ses présentations étaient organisées et claires, passant logiquement des concepts fondamentaux aux applications pratiques. Il partagea ses échecs aux côtés de ses succès, admit ses incertitudes, encouragea les questions. L'honnêteté semblait résonner plus que la perfection ne l'aurait fait. L'apprentissage pratique constitua le cœur de l'expérience. Les participants plantèrent des graines, retournèrent le compost, récoltèrent des légumes et préparèrent des repas du jardin. Lucas l'assista, apportant une énergie juvénile et un style d'enseignement différent qui complétait l'approche méthodique de Stéphane. Les sessions du soir explorèrent la philosophie et les principes de conception de la permaculture. Mais la vraie magie opéra lors des repas partagés avec les villageois. Un échange culturel authentique se produisit naturellement. Des histoires furent partagées, des rires échangés, des liens se formèrent à travers le fossé urbain-rural. Le dimanche soir, la transformation des participants était visible. Ils se déplaçaient différemment, parlaient différemment, se tenaient avec moins de tension. Le week-end leur avait donné plus que des compétences en jardinage. Il leur avait donné un aperçu d'une autre façon d'être. Leurs commentaires furent élogieux. Tous les 4 s'engagèrent à revenir et à amener des amis. L'un d'eux demanda des opportunités de bénévolat plus longues, souhaitant passer un mois à apprendre de manière approfondie. Mais la réalité financière restait sombre. Les revenus de l'atelier étaient significatifs mais insuffisants. Stéphane avait besoin de réservations constantes, de multiples sources de revenus, ventes sur les marchés de producteurs, produits à valeur ajoutée comme les herbes séchées et les conserves, des programmes d'ateliers élargis, des consultations privées pour les personnes souhaitant concevoir leur propre jardin. 3 mois avant la date limite de paiement des impôts, la pression était constante et épuisante. Pourtant, un élan se créait. Les réservations augmentèrent à mesure que le mot se répandait. Un journal régional publia un article intitulé « De la ruine à la floraison », capturant l'histoire de rédemption personnelle de Stéphane à travers l'agriculture. Le journaliste avait interviewé des membres de la communauté, photographié le jardin et écrit avec une véritable compréhension de ce qui avait été construit ici. L'article eut des conséquences inattendues. Plus de réservations, certainement, mais aussi une notification par email qui fit trembler les mains de Stéphane. Message de Chloé. Objet, j'ai vu l'article sur toi. Il fixa la notification pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir, savourant la possibilité avant d'affronter la réalité. Le message était bref, prudent, mais pas hostile. Papa, j'ai vu l'article de journal sur ce que tu fais. On dirait que tu construis quelque chose de bien là-bas. Peut-être qu'on pourrait se parler un de ces jours. Stéphane le lut 3 fois,
cherchant des significations cachées ou des clauses conditionnelles. Il n'y en avait aucune, juste une fille tendant une branche d'olivier timide à un père qu'elle avait coupé de sa vie 8 mois plus tôt. Il voulut répondre immédiatement, déverser tout ce qu'il avait appris et vécu, s'excuser à nouveau pour tous ses échecs. Mais la sagesse le retint. Il avait appris la patience du jardin. Les graines ne poussaient pas plus vite parce qu'on le voulait. La croissance se faisait en son temps. Il écrivit simplement « J'aimerais beaucoup ça. Quand tu seras prête, je suis là. » Après l'avoir envoyé, il s'assit sur son porche, regardant les étoiles apparaître. Le jardin lui avait donné un but et une communauté. Maintenant, peut-être lui rendait-il quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, la possibilité d'une famille. Un mois avant la collecte de fonds communautaires. Un mois pour trouver l'argent restant nécessaire. Un mois pour voir si ce qu'il avait construit pouvait survivre. La collecte de fonds transforma la place du village en quelque chose de magique. Des lanternes suspendues aux arbres, leur lumière chaude projetant des ombres dansantes sur des tables chargées de nourriture. Un petit groupe jouait de la musique traditionnelle, le son se mêlant aux conversations et aux rires. Stéphane se tenait en marge du rassemblement, submergé par la participation. Plus de 100 personnes étaient venues. Des familles qui avaient assisté à ses ateliers, acheté ses produits, ou simplement entendu parler de sa lutte. Le soutien lui parut à la fois humiliant et inconfortable. Il n'avait jamais voulu être un cas de charité. La vente aux enchères commença au coucher du soleil. Les articles donnés par la communauté remplissaient plusieurs tables. Les semences anciennes de Monique, emballées dans des boîtes décoratives qu'elle avait fabriquées elle-même, déclenchèrent une guerre d'enchères qui fit grimper les prix bien au-delà de leur valeur pratique. Les gens n'achetaient pas des graines. Ils achetaient une chance de contribuer. Lucas avait construit des meubles spécialement pour la vente aux enchères, un banc simple mais magnifique, une table de rempotage, des jardinières. Les participants aux ateliers de la ville enchérirent avec enthousiasme, voulant des rappels tangibles de ce qu'ils avaient appris. Les services de consultation de Stéphane, conception de jardins personnalisés et conseils continus le surprirent en suscitant un intérêt intense. Les gens voulaient non seulement les connaissances, mais aussi la connexion, la relation continue avec quelqu'un qui comprenait à la fois les dimensions pratiques et philosophiques de la culture alimentaire. Entre les lots de la vente aux enchères, des membres de la communauté se levèrent pour partager leurs témoignages. Camille parla de la façon dont la connaissance du jardinage avait transformé la nutrition de sa famille, comment ses enfants mangeaient maintenant des légumes qu'ils avaient cultivés eux-mêmes. Un agriculteur âgé attribua au conseil de Stéphane le sauvetage de récoltes qui auraient échoué. Un jeune couple expliqua comment ils planifiaient leur avenir autour de la production alimentaire durable, inspiré par ce qu'ils avaient appris. Chaque histoire frappa Stéphane avec une force inattendue. Il n'avait pas pleinement saisi les effets d'entraînement de ce qu'il avait commencé. Le jardin ne le concernait plus seulement. Il était devenu un catalyseur pour une transformation plus large. Monsieur Henry se leva avec un effort visible, sa voix faible mais déterminée. Stéphane est venu ici briser, et nous pensions l'aider. Mais il nous a montré quelque chose que nous avions oublié. Que notre terre, nos connaissances, notre mode de vie ont de la valeur. Pas seulement une valeur sentimentale, mais une vraie valeur dans un monde qui a perdu le contact avec la terre. Il nous a rappelé qui nous sommes. L'ovation qui suivit fit monter les larmes aux yeux de Stéphane. Il avait passé 6 mois à se sentir comme le bénéficiaire de la charité, l'étranger qui avait été accueilli malgré n'avoir rien à offrir. Mais ces gens voyaient les choses différemment. Ils voyaient une contribution, un leadership, quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Lorsque la vente aux enchères se termina et que les dons furent comptabilisés, le résultat fut substantiel, mais encore insuffisant. L'écart était plus petit maintenant, peut-être 30%, mais il restait infranchissable par les seules contributions de la communauté. Les gens s'excusèrent en partant, frustrés de ne pas pouvoir donner plus. Stéphane remercia chacun sincèrement. Ils avaient donné ce qu'ils pouvaient et, plus important encore, ils lui avaient montré qu'ils comptaient pour eux. Le père Michel s'approcha alors que les autres partaient. L'Église veut contribuer de son fonds d'urgence. Ce n'est pas tout ce dont vous avez besoin, mais c'est significatif. Père, je ne peux pas accepter ça. L'Église a besoin de ses ressources pour de vraies urgences. C'est une urgence. Vous perdre dévasterait cette communauté. À quoi sert notre mission si nous n'utilisons pas nos ressources pour préserver quelque chose de vraiment précieux?
La contribution de l'Église combla une plus grande partie de l'écart, mais il restait encore 2 000 €. Une semaine avant la date limite de paiement des impôts. Stéphane s'assit seul dans son jardin cette nuit-là, acceptant ce qui semblait inévitable. Il avait fait de son mieux, et ce n'était pas suffisant. La terre serait perdue. Mais en regardant ce qu'il avait construit, l'écosystème florissant, les structures, les liens communautaires, il ressentit une paix inattendue. Il avait trouvé ce qui comptait. Même le perdre ne pouvait effacer ce qu'il avait appris et ce qu'il était devenu. On frappa à la porte de sa cabane tard le lendemain soir. La femme qui se tenait là lui semblait vaguement familière, peut-être 35 ans, tenue professionnelle, allure confiante. « Stéphane, je suis Julie. J'ai participé à votre premier atelier il y a quelques mois. » Il se souvint alors, l'une des participantes originales, silencieuse mais intensément engagée. « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous amène ici ? J'ai réfléchi à votre situation, à l'évaluation fiscale, à la collecte de fonds. J'ai une proposition. » Ils s'assirent à sa petite table et Julie expliqua. Elle dirigeait une organisation à but non lucratif d'agriculture durable axée sur l'établissement de sites de démonstration éducatifs. Elle cherchait un lieu phare, un endroit authentique avec des méthodes éprouvées et une intégration communautaire. Votre centre pourrait être ce modèle, dit-elle. Pas seulement pour cette région, mais potentiellement reproduit ailleurs. Mon organisation peut fournir un investissement en pas de la charité, mais un véritable partenariat. Nous couvrons le paiement des impôts et le capital d'exploitation. Vous conservez le contrôle des opérations quotidiennes et de l'enseignement. Nous documentons ce qui fonctionne, créons du matériel de formation et aidons d'autres à établir des centres similaires. Les revenus sont partagés pour tout pérenniser. La réaction immédiate de Stéphane fut la résistance. Partenariat signifiait moins de contrôle, des comptes à rendre à d'autres, le risque de perdre ce qui rendait cet endroit spécial. Je comprends votre hésitation, dit Julie. Vous êtes venu ici pour échapper à la complexité. Mais considérez ceci, il ne s'agit pas de construire une autre entreprise. Il s'agit de protéger ce que vous avez créé et de lui permettre de se multiplier. Votre authenticité est exactement ce qui fait que cela fonctionne. Je ne suis pas ici pour changer cela. Je suis ici pour aider à le pérenniser et à le développer. Elle lui laissa un contrat à examiner. Pas de pression pour une décision immédiate. Mais la date limite de paiement des impôts approchait. Cette nuit-là, Stéphane arpenta les sentiers de son jardin dans l'obscurité, cherchant la clarté. Chaque question menait à la même intuition. Rien dans la nature ne pousse seul. Des réseaux mycorhiziens relient les arbres sous terre. Les plantes compagnes se soutiennent mutuellement. Même son jardin prospérait grâce aux relations avec Lucas, avec la communauté, avec tous ceux qui contribuaient par leurs connaissances et leurs efforts. Son ancienne vie avait échoué parce qu'il l'avait construite sur l'isolement et le contrôle. Cette nouvelle vie réussissait grâce à la connexion et à la collaboration. À l'aube, sa décision était claire. Il ferait à nouveau confiance, construirait avec les autres plutôt que seul, accepterait que la croissance signifie parfois accepter de l'aide. Il signa le contrat ce matin-là. Le paiement des impôts fut effectué cet après-midi-là. La terre était en sécurité. L'avenir, incertain comme toujours, existait au moins. La mise en œuvre du partenariat commença immédiatement. Julie arriva avec une petite équipe, non pas des consultants d'entreprise, mais des personnes qui comprenaient l'agriculture, l'éducation et le développement communautaire. Ils passèrent des jours à parcourir la propriété, à observer les ateliers, à interviewer les membres de la communauté. Leur approche était respectueuse, cherchant à améliorer plutôt qu'à remplacer ce qui fonctionnait déjà. On offrit à Lucas un poste à temps plein de directeur des opérations. Le salaire signifiait qu'il pouvait subvenir aux besoins de sa famille tout en continuant à apprendre et à enseigner. La fierté sur son visage quand Stéphane le lui annonça valait plus que n'importe quel succès commercial que Stéphane avait obtenu dans sa vie précédente. Monique devint la spécialiste officielle en ethnobotanique, rémunérée pour sa vie de connaissances. Elle partageait librement depuis des années, n'attendant jamais de paiement. Maintenant, son expertise avait une reconnaissance et une valeur formelle. Le rôle de Monsieur Henry était honorifique mais significatif, conseiller aîné, gardien des méthodes traditionnelles. Aucun travail physique requis, juste la sagesse qu'il avait accumulée pendant 83 ans. Il pouvait contribuer sans s'épuiser.
L'expansion des installations se poursuivit de manière réfléchie. 3 cabanes supplémentaires furent construites, conçues pour se fondre dans le paysage. Des panneaux solaires furent installés, faisant correspondre la durabilité du centre à son enseignement. Des systèmes d'eau améliorés démontraient une technologie appropriée. Une cuisine professionnelle permit le développement de produits à valeur ajoutée tout en respectant les normes sanitaires. Le programme des ateliers s'élargit pour répondre à la demande croissante. Ils étaient complets pour 6 mois avec une liste d'attente qui se développait. L'intérêt des médias se poursuivit, des magazines axés sur la vie durable, des publications sur l'écotourisme, même une équipe de documentaires souhaitant filmer l'opération. Stéphane luttait avec l'attention. Il était venu ici chercher l'obscurité. Et maintenant, des caméras voulaient capturer sa transformation pour la consommation publique. Mais Julie l'aida à recadrer cela. La visibilité n'était pas une question d'ego. Il s'agissait de diffuser des idées qui pourraient aider les autres. Un programme de formation fut lancé pour les personnes souhaitant reproduire le modèle ailleurs. Les participants venaient pour des séjours prolongés, apprenant non seulement le jardinage, mais aussi comment construire des programmes éducatifs et les maintenir financièrement. En quelques mois, des jardins frères furent établis dans 3 autres régions, chacun adapté aux conditions locales, mais suivant les principes de base. La connaissance se propageait comme des graines au vent, exactement comme elle le devait. Puis vint l'appel vidéo avec Chloé. 8 mois depuis leur dernière conversation en temps réel. Les mains de Stéphane tremblaient alors qu'il positionnait son téléphone, trouvant un angle qui montrerait le jardin derrière lui. Son visage apparut à l'écran, plus âgé qu'il ne s'en souvenait, plus mature, mais indubitablement sa fille. La gêne fut immédiate et mutuelle. « Salut, papa. »« Chloé, c'est bon de te voir. » Il lui fit une visite virtuelle, marchant dans le jardin avec le téléphone, racontant ce qui avait été construit. Elle regarda avec une surprise visible, posant des questions occasionnelles. « Je ne savais pas que tu avais ça en toi, » dit-elle finalement. Le papa dont je me souviens travaillait toujours, était toujours stressé, toujours ailleurs mentalement, même quand il était physiquement présent. L'observation fit mal parce qu'elle était vraie. Je ne savais pas non plus que j'avais ça en moi. Il a fallu que je perde tout pour le découvrir. Ils parlèrent pendant 40 minutes. Pas une conversation profonde, pas une réconciliation, mais une vraie communication. Elle lui parla de son travail d'infirmière, de ses relations et de ses décisions de carrière. Il écouta sans donner de conseils non sollicités, étant simplement présent d'une manière qu'il avait rarement réussi à faire quand elle grandissait. Léo a demandé de tes nouvelles, mentionna-t-elle vers la fin. Il étudie les sciences de l'environnement maintenant. Je pense qu'il serait intéressé par ce que tu fais. Il est toujours le bienvenu ici. Manon est toujours en colère. Elle a besoin de plus de temps. Je comprends. Je ne vais nulle part. Avant de se déconnecter, Chloé posa une dernière question. Es-tu heureux, papa? Stéphane y réfléchit honnêtement. Je le suis. Pour la première fois depuis des années, vraiment heureux. Pas parce que tout est parfait, mais parce que ce que je fais a de l'importance pour moi. Le soulagement traversa son visage. C'est bien. Tu le mérites. Après la fin de l'appel, Stéphane s'assit dans son jardin, traitant ce qui s'était passé. Pas une réunion parfaite, pas un pardon accordé ou une famille restaurée, mais une porte s'était ouverte et la lumière entrait. Le cycle annuel du jardin s'achevait. Certaines plantes mouraient à mesure que la saison changeait, faisant de la place pour ce qui allait suivre. D'autres prospéraient, produisant des récoltes abondantes. Des graines étaient conservées pour la prochaine génération de croissance. La communauté se réunit pour un dîner célébrant le premier anniversaire de l'arrivée de Stéphane. Des histoires furent partagées, se souvenant de ce à quoi la terre ressemblait alors par rapport à maintenant. Les gens créditèrent Stéphane, mais il dévia. La terre a fait le travail. J'ai juste été attentif et j'ai essayé de ne pas me mettre en travers du chemin. La santé de Monsieur Henry avait continué de décliner visiblement. Il assista au dîner mais mangea peu, son énergie diminuant clairement. Après, il prit Stéphane à part pour un moment privé. Tu as fait quelque chose de remarquable ici. Tu as ramené la vie à cet endroit, nous a rappelé de quoi nous sommes capables. Sa voix était faible mais ferme. C'est suffisant pour l'héritage de n'importe quel homme. L'adieu ne fut pas explicitement déclaré,
mais les deux hommes comprirent. Monsieur Henri se préparait à partir, faisant sa paix. Merci, dit Stéphane, serrant la main du vieil homme. Pour les outils, pour la sagesse, pour avoir cru que je pouvais devenir autre chose que brisé. Tu n'as jamais été brisé. Juste dormant, comme des graines attendant les bonnes conditions. Monsieur Henri sourit. Continue de grandir, mon garçon. Continue toujours de grandir. Cette nuit-là, seul sous les étoiles, Stéphane planta un nouvel arbre, un mémorial pour l'oncle Jean, complétant un cercle. Il s'agenouilla dans la terre sombre, plaçant soigneusement le jeune arbre, et parla à l'oncle qu'il n'avait jamais remercié correctement. Merci pour le cadeau que je n'ai compris que lorsque j'en ai eu le plus besoin. Merci d'avoir vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir en moi-même. J'espère avoir honoré ce que tu m'as donné. Il tassa la terre autour des racines, l'arrosant abondamment, sécurisant le jeune arbre contre la nuit. Il pousserait lentement, atteignant sa maturité bien après le départ de Stéphane. Mais il se tiendrait là, un témoignage vivant de la transformation, la preuve qu'à partir de rien, de la perte, de l'échec et du désespoir, quelque chose de beau pouvait pousser. 6 semaines après la célébration de l'anniversaire, Monsieur Henri décéda paisiblement dans son sommeil. Tout le village le pleura, se rassemblant pour des funérailles qui célébraient une vie bien vécue. Stéphane se tint à l'avant de l'église, prononçant un éloge funèbre qui venait du fond de son cœur. Monsieur Henri m'a appris à voir la valeur là où je pensais qu'il n'y avait rien. Il m'a montré que la terre se souvient de ceux qui s'en occupent, que la patience est une force en soi, et que la sagesse vient de l'attention plutôt que de l'ambition. Il ne m'a pas seulement donné des outils, il m'a donné une vision. Ils l'enterrèrent dans le cimetière du village, et Stéphane dédia une section du jardin à la mémoire de Monsieur Henri. Le banc sur lequel ils s'étaient assis ensemble tant de soirs fut déplacé à un endroit surplombant la vallée avec une simple plaque, Monsieur Henri. Il savait que la terre se souvient. Des cultures traditionnelles que Monsieur Henri avait aimées furent plantées autour du mémorial, des variétés de maïs que son grand-père avait cultivées, des haricots qui avaient nourri sa famille pendant des générations. Le jardin garderait ses connaissances vivantes à chaque récolte. La vie poursuivit ses rythmes. Les ateliers avaient lieu chaque semaine. Le centre éducatif fonctionnait sans heurts sous la direction compétente de Lucas. Les sites frères dans d'autres régions prospéraient, adaptant le modèle à leur propre communauté. Le réseau se développait organiquement, les connaissances se multipliant par la connexion plutôt que par le contrôle. Puis, un mardi matin tranquille, Manon apparut à l'entrée du jardin. Le cœur de Stéphane s'arrêta quand il la vit. Sa plus jeune enfant, maintenant âgée de 20 ans, se tenait au bord de la propriété, l'air incertain et sur la défensive. L'adolescente dont il se souvenait était devenue une jeune femme qu'il reconnaissait à peine. Manon, son nom se coinça dans sa gorge. « Je peux jeter un œil ?» Sa voix était prudente, maintenant la distance. « Bien sûr. Laisse-moi te montrer. » Ils parcoururent les sentiers du jardin dans un silence gêné au début. Stéphane raconta ce qu'il avait construit, expliqua les principes de la permaculture, montra des plantes de différentes régions. Manon observait tout tranquillement, en train de traiter l'information. Elle s'arrêta à l'espace d'apprentissage pour enfants, une section conçue pour enseigner aux jeunes la culture alimentaire. De petites plates-bandes surélevées à hauteur d'enfant, des marqueurs colorés identifiant les plantes, des outils dimensionnés pour de petites mains. « Tu n'as jamais eu le temps pour ça quand nous étions enfants, dit-elle, sa voix tendue par une vieille douleur. Stéphane ne recula pas devant la vérité. « Tu as raison. Je ne l'avais pas. J'étais trop occupé à construire une entreprise que je pensais plus importante que d'être présent pour vous. J'avais tort. » Ils finirent au banc commémoratif, assis côte à côte, surplombant la vallée. Le silence s'étira entre eux, lourd d'années de blessures et d'absence. « J'étais si en colère quand toi et maman vous êtes séparés, » dit finalement Manon. « En colère contre vous deux, mais surtout contre toi. Tu n'étais jamais vraiment là, même quand nous étions une famille, et puis tu as juste disparu complètement. Je sais. Je ne peux pas changer ça. Je peux seulement te dire que je comprends maintenant ce que j'aurais dû valoriser à l'époque. Je t'ai manqué en tant que père bien avant le divorce. » Ses larmes vinrent alors, le chagrin pour une enfance qui n'avait pas été ce qu'elle aurait dû être, pour un père qui avait été physiquement présent mais émotionnellement absent. Les propres larmes de Stéphane se mêlèrent aux siennes, pleurant les mêmes pertes de côtés différents. « Maman est heureuse maintenant, dit finalement Manon.
Bernard est bon pour elle. Il a du temps pour elle d'une manière que tu n'as jamais eue. Je suis sincèrement heureux qu'elle ait trouvé ça. Elle méritait mieux que ce que je lui ai donné. Il n'y eut pas de fausse réconciliation, pas de pardon dramatique. La douleur était trop réelle, trop profonde. Mais il y eut reconnaissance de la blessure, de l'échec, de la possibilité que la guérison prenne du temps. J'ai vu l'article sur cet endroit, admit Manon. Chloé me l'a envoyé. Au début, j'étais en colère que tu aies trouvé une nouvelle vie pendant que nous. Elle s'arrêta, reconsidérant. Mais ensuite, je l'ai relu. Tu ne fuyais pas. Tu te reconstruisais. Cette terre m'a sauvé la vie. Littéralement. Je n'avais rien et nulle part où aller. Mais plus que ça, elle m'a montré qui je pouvais être quand j'ai arrêté d'essayer d'être celui que je pensais devoir être. Manon resta pour le dîner, rencontrant la communauté qui s'était formée autour du jardin. Elle regarda Stéphane interagir avec les étudiants et les voisins, vit le respect et l'affection que les gens avaient pour lui. La dissonance cognitive était visible sur son visage, ce professeur attentionné contre le père distant dont elle se souvenait. Alors que la soirée tombait, ils retournèrent à sa voiture. « Je ne suis pas prête à te revoir pleinement dans ma vie, dit-elle honnêtement. Ça va prendre du temps. Mais je suis contente que tu aies trouvé ça. Je suis contente que tu sois différent maintenant. Je suis là quand tu seras prête. Sans pression, sans attente. Juste là. » L'étreinte fut brève mais réelle. Le progrès se mesurait en moments, pas en déclarations. Des semaines passèrent. Chloé envoya une photo du balcon de son appartement, un petit jardin en pot qui commençait juste, avec la légende « J'apprends du meilleur ». Léo envoya un message demandant à venir pendant les vacances universitaires, intéressé par l'agriculture durable comme voie de carrière potentielle. La porte s'ouvrait progressivement, organiquement, sans force. Le dernier atelier de la saison attira des participants de 5 pays. L'enseignement de Stéphane s'était affiné en quelque chose de puissant, confiant mais humble, compétent mais toujours en apprentissage. Il partagea son histoire personnelle comme un outil pédagogique, utilisant la vulnérabilité pour créer une connexion. Lors de la cérémonie de clôture, les participants plantèrent des arbres, un héritage vivant de leur apprentissage, une forêt grandissant à partir de connaissances partagées, la contribution de chaque personne créant des ondulations qui se poursuivraient longtemps après leur départ. Ce soir-là, seul dans sa cabane, Stéphane mit à jour son album de collection de graines. Il avait documenté les variétés, les succès et les leçons apprises tout au long de l'année. Ce registre serait son cadeau aux futurs cultivateurs, des connaissances préservées et transmises. Il relut les entrées de son journal, observant la transformation de l'année se dérouler dans ses propres mots. Du désespoir à la détermination, puis à la découverte, l'histoire du jardin était son histoire. La même courbe de décomposition et de reconstruction différente. Sa dernière entrée disait « Ce que je pensais être une fin était un commencement. Ce que je pensais être une perte était un gain. Ce que je pensais être un exil était un retour à la maison. La terre m'a appris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède. C'est ce que l'on cultive, dans la terre et en soi. Je suis venu ici sans rien. Maintenant, j'ai tout ce qui compte. Un but, une communauté, la paix, l'espoir, et un avenir que je plante, une graine à la fois. » L'aube arriva comme toujours. La lumière filtrant à travers les arbres et peignant le monde de couleurs douces. Stéphane parcourut ses sentiers familiers, notant ce qui avait changé pendant la nuit, ce qui nécessitait son attention, ce qui était prêt à être récolté. Le jardin poursuivait ses cycles, croissance et repos, abondance et dormance, la mort nourrissant la vie dans un renouvellement sans fin. Il avait appris à faire confiance à ses rythmes, à travailler avec eux plutôt que contre eux. Lucas arriva pour la journée de travail, lançant un salut. Un nouveau groupe d'ateliers arriverait dans l'après-midi. L'expansion du jardin communautaire nécessitait une planification. La vie continuait selon des schémas productifs et significatifs. Stéphane s'arrêta à la section la plus récente, où des piquets marquaient les futures plates-bandes et où des plans étaient esquissés. Toujours en croissance, toujours en devenir, toujours tendant vers quelque chose de plus. Ses mains usées touchèrent la terre qu'il avait transformée autant qu'il l'avait transformée. C'était chez lui. C'était la guérison. C'était suffisant. La caméra reculerait maintenant, si c'était un film,
montrant le jardin d'en haut, une beauté géométrique où le design humain rencontrait la nature sauvage, la transformation d'un homme visible dans une terre transformée. La preuve qu'à partir de rien, tout ce qui est significatif peut pousser. Sur le banc commémoratif reposait une étiquette de paquet de graines, écrite de la main soignée de Stéphane, plantée avec espoir. L'histoire était complète, mais la croissance continuerait pour toujours.